Alors, c'est sûr que pour les gens des Laurentides, j'en ai beaucoup aujourd'hui, il y a un grand scepticisme face au secteur ferme. Mais j'en connais, moi, qui travaille les Laurentides puis qui travaille le secteur ferme. Entre autres à Saint-Jérôme. Puis des fois, il y a des petites localités. L'intérêt pour le secteur ferme, c'est le suivant. C'est que quand on arrive en immobilier, on a deux objectifs. Le premier, c'est de gagner sa vie puis de payer ses factures. Puis ça presse. Puis le deuxième, c'est une carrière. C'est de faire carrière en immobilier. Et ça peut se faire en même assez rapidement, même si on est une vocation tardive, comme moi, comme Marcel, comme Régent. Moi, j'ai commencé tard j'ai commencé tard dans l'immobilier. Et la carrière était... Écoute, l'avantage en immobilier, c'est que... Avez-vous déjà entendu parler de Dora Brunet? Qui? De quoi? Dora Brunet. Dora, oui, mais Brunet, non. Dora... je me suis trompée. Dora Brunet, c'est le courtier immobilier... c'était le courtier immobilier... Oh, ça. Qui était... son secteur ferme, c'était Laval-sur-le-Lac. Elle était la reine de Laval-sur-le-Lac. Et à la fin, elle était tellement âgée que l'OAC ne voulait plus renouveler son permis. Et elle montait aux barricades pour qu'il renouvelle son permis parce qu'elle voulait encore travailler. Puis, il donnait quoi comme Alors, elle prétexte? avait comme 90, 95 dans ces eaux-là. Pardon? Il donnait quel prétexte pour... Elle était trop âgée. Oui, Et mais... elle faisait des affaires épouvantables. Mais elle vendait. C'était incroyable comme elle vendait. Tu es en train de dire qu'elle n'aurait pas passé l'examen? En tout cas, elle l'aurait passé, elle aurait sûrement soudoyé le professeur. Elle était incroyable. Personne n'était capable de la sortir de cet endroit-là. Puis elle avait un enfant handicapé, cette dame-là. Et elle faisait des affaires incroyables. Alors, à preuve que, oui, on peut faire de l'immobilier très longtemps. Et c'est pour ça que le secteur ferme, à long terme, ça paye à long terme, le secteur ferme. L'image que je dis habituellement, c'est ton objectif, c'est qu'un jour, tu t'accotes sur tes pancartes. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le téléphone va sonner tout seul parce que tu es tellement connu dans le secteur, tu as tellement vendu de propriétés dans le secteur, tu connais tellement bien ton secteur que tu n'en fais plus de sollicitations, une petite publicité de temps en temps et le téléphone sonne tout seul. Alors, c'est pour ça que le secteur ferme, c'est quelque chose qu'il faut savoir que ça existe, il faut comprendre. Quand vous voyez des courtiers qui sont populaires dans un secteur, j'ai plus d'exemples, moi, sur la Rive-Nord, mais sur les Basses-Laurentides, mais ici, dans les Laurentides, puisque vous pouvez m'en nommer, des courtiers que vous savez que ils ont, Éric Léger, il a commencé sûrement avec un secteur ferme qui s'est étendu à la grandeur quasiment de la planète. Mais Roselyne ou Rose Barbe, hein, à Saint-Jérôme, à un secteur ferme. Alors, c'est ça. Ce sont des gens qui ont travaillé un secteur ferme, puis qu'aujourd'hui, ils peuvent s'appuyer dessus. C'est quoi un secteur ferme? C'est la première question qu'on va se poser. Un secteur ferme, c'est un territoire fixe à long terme. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un travail qui s'échelonne sur beaucoup de temps. On ne peut pas dire « je vais avoir des résultats demain matin ». Je ne vais pas vous décourager, là, mais un secteur ferme, ça lève au bout de, dépendant, quand ce n'est pas de l'argent qu'on met, de 3 à 5 ans. Mais l'objectif, c'est de, comme je disais tantôt, de faire une carrière en immobilier et qu'un jour, parce qu'on a toujours alimenté notre secteur ferme, quand on a toujours planté des petites graines, bien, au bout de 3 à 5 ans, les arbres poussent, puis on fait partie de la végétation. Alors, c'est un territoire à long terme, fixe à long terme. C'est un endroit pour la vie. On ne devrait jamais changer de secteur ferme. Pourquoi? Parce que l'énergie qu'on a eue pour bâtir un secteur ferme, on ne la retrouvera plus jamais. Ça se fait une fois. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper quand on choisit notre secteur. On va voir plus en détail qu'est-ce que ça représente un secteur, là, mais c'est un endroit qu'on ne devrait jamais changer. C'est un endroit avec lequel on a des affinités. C'est sûr que je suis née à Ville-d'Anjou. Je connais tout le monde à Ville-d'Anjou. J'ai été à l'école là, j'ai des amis, je connais les parents de mes amis.
c'est évident que je suis dans une table qui va m'aider, puisque j'ai déjà des affinités avec le secteur, que je suis déjà connue. Maintenant, la décision que j'ai à prendre, est-ce que j'ai envie, à chaque fois que je vais faire mon épicerie, je suis pas capable d'avancer d'une salle à l'autre, que j'arrête parce que tout le monde me parle. Ça aussi, c'est un autre point. Je m'excuse, je vais me prendre de l'eau. Salut. C'est un autre point auquel il faut faire attention. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez pensé? Oui. Faut pas sortir de, Une bonne question. faut pas Une sortir bonne de question. chez soi en jogging, tu sais. Faut que tu sois Oui, toujours c'est ça. Alors, si tu attentif, souriant et peu importe la situation, même si tu es malheureux, aussitôt que tu sors dehors en public, Faut que tu afficher sois un clean sourire, cut. puis être... C'est comme lettrer ton auto. Tu sais, si tu lettres ton auto, tu prends pour acquis que tu fais tous tes stops, C'est ça. que tu fais jamais de vitesse, que tu es poli, que tu fais attention, parce que, évidemment, tu es immédiatement remarqué. Ta vie privée, c'est pas que tu n'en as pas, mais elle est constamment mise de l'avant sur la place publique. Alors, des fois, des personnes vont faire exprès de ne pas aller là. C'est dommage, parce que ça peut être extrêmement avantageux aussi. Ça apporte certaines concessions à faire, mais ça peut être très avantageux, ça peut être très payant. L'idée, c'est que tu le fais dans le secteur où tu habites, puis après, comme à plusieurs font, tu déménages. Une fois que ton secteur est bien établi, tu gardes ton secteur, puis c'est toi qui déménages. Un secteur ferme, ça doit être vivant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que ça doit être vivant? Il peut y avoir du mouvement, ça avance, La progression, des nouveaux secteurs en développement, des projets, une nouvelle école, amélioration dans les parcs. C'est vrai. s'il est mourant, il n'y a pas plein de monde qui veulent partir plus vendre aussi. Oui. Oui. C'est d'excellents points. Mais ça doit aussi être vivant parce que si tu ne mets pas de l'action, si tu ne le fais pas bouger, si tu n'es pas présent, il va aussi mourir. Alors oui, il va y avoir l'étude de marché qui va faire qu'on va vouloir que ça bouge, mais en général, on s'entend que ça bouge à peu près partout. C'est à peu près, par les temps qui courent, en tout cas dans ces années-ci, c'est très rare que des secteurs ne bougent pas. Mais ça doit être vivant de par notre énergie qu'on va y mettre. Je compare ça, moi, là, je vous ai fait un beau petit cœur rouge. Là. Je vais vous en mettre un petit peu plus réaliste. Quand on va voir notre médecin, puis notre médecin nous annonce qu'il y a une de nos valves qui est bloquée, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Le médecin va dire, bien, c'est pas trop grave, tu en as une de bloquée, les autres vont devoir travailler plus fort. Vous êtes d'accord là-dessus? Alors, chaque valve a une source. Dans notre cas ici, c'est la sollicitation, la prospection, la publicité, les réseaux sociaux, les gens qu'on connaît. Et si dans tout ça, il y a quelque chose qu'on n'aime pas faire, dans ça, dans les ABPP, les expirés, les références, les cold calls, les courriels, les flyers, tout ça, s'il y a quelque chose qu'on ne veut pas faire, s'il y a 2 choses qu'on ne veut pas faire, s'il y a 3 choses qu'on ne veut pas faire, bien les autres valves, là, il va falloir que tu travailles plus fort. Alors, si je choisis que je ne fais pas de prospection, puis que je ne fais pas de téléphone, que je ne fais pas de porte-à-porte, puis je ne fais pas de téléphone, bien, je vais faire énormément de publicité. C'est souvent le choix que certaines personnes vont faire. Ils vont dire, moi, je vais investir de l'argent, je vais acheter ma business, je vais investir de l'argent en publicité, puis je ne ferai rien d'autre, ça ne me tente pas. Et ce sont des choix personnels qu'on fait. C'est pour ça que je compare ça à un cœur. Pourquoi un secteur ferme? Mais d'abord, pour avoir un objectif. Vous avez vu, depuis que vous êtes rentré dans l'immobilier, on vous dit plein de choses. Il y a plein de choses à faire. Puis honnêtement, là, je trouve que c'est un peu indigeste. Tu sais, tu regardes tout ça, tu te dis, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là. Alors, d'avoir un objectif dans la vie, c'est toujours ce dont on nous parle quand on est en affaires. Hein? On dit, tu pars en affaires, il faut que tu aies un objectif. Mais l'objectif d'avoir un secteur ferme, ça te fait quelque chose sur lequel tu travailles. La plupart des gens, ils n'en ont pas, ils disent, tu vas vous allez là parce que là, vous allez avoir tous les commentaires de tous vos collègues expérimentés. Ils vont dire, fais pas ça, moi, de la sollicitation, je fais pas ça, moi, du secteur ferme, j'ai pas ça, je marche par référence.
C'est correct. J'ai rien contre ça. Sauf que quand on fonctionne comme ça, il y a des années qu'on est comme ça, comme ça, comme ça, tout à coup, pouf, tout le monde décide qu'il n'y a plus en même temps. Tu t'es pas monté un marché, tu t'es pas monté une carrière, et là, tout à coup, un matin, toutes tes références, ça fonctionne moins. J'en ai vu des personnes faire 150 000 par année pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Et la 8e année, faire 3 000. Puis j'en ai vu plus qu'une. J'ai vu des gens avec des, je me suis dit Max, des grands trophées en arrière d'eux. 100 000, 100 000, 100 000 par année, 150 000, 150 000, 150 000 une année, Lise. Je fais rien. Il n'y a plus rien qui rentre. Alors, c'était des gens qui s'étaient éparpillés tout partout. Puis c'est correct. Sauf que tu ne te construis pas une business quand tu fais ça. Alors, c'est pour avoir un objectif. C'est pour connaître le secteur à fond et en être le spécialiste. Alors, quand on met une propriété sur le marché, puis on le dit depuis ce matin, on veut avoir une valeur ajoutée, on veut être performant, on veut savoir quoi dire aux clients. Quand on inscrit la propriété, les acheteurs qu'on amène, on veut être en mesure de leur faire connaître tout ce qui se passe dans le secteur, connaître ce qui se passe dans la municipalité, où sont les écoles privées, les maternelles, les garderies. Alors, plus on est restreint dans le secteur qu'on travaille, plus on le connaît, mieux on le vend, plus c'est facile. Pour l'avenir, ça favorise le développement de votre business. On va le voir plus tard. Pour maximiser son énergie et son investissement, alors on le dit, hein, ça coûte beaucoup d'argent. L'essence augmente tout le temps. Plus votre territoire est grand, plus ça vous coûte cher. Mais plus votre territoire est concentré, pas petit, concentré. Si j'ai des maisons, si je travaille le secteur de Blainville, sud, parce que Blainville c'est grand, et que toutes mes maisons sont collées, et que je travaille un secteur de 2000 maisons, mais c'est sûr que ça va tourner beaucoup autour de ces propriétés-là. Oui, je vais en avoir à l'extérieur avec le temps, c'est sûr, mais au moins, alors si j'ai une inspection, puis que je m'en allais prendre une inscription, je peux m'absenter, je peux me donner un délai d'une demi-heure, c'est plus facile que si j'en ai une à Terrebonne, puis l'autre à Boisbriand. On s'entend là-dessus? Y a-t-il des commentaires là-dessus? Des idées qui vous viennent à l'esprit? Pour la facilité et la rapidité d'exécution, c'est exactement ce que je viens de dire. Pour une meilleure gestion des dépenses, parce que c'est dispendieux. Alors, plus on peut concentrer nos activités, moins ça nous coûte cher. Pour qu'on puisse faire ce pourquoi un courtier immobilier est formé. Inscrire et négocier. Puis je ne devrais pas dire pourquoi un courtier immobilier est formé, ce pourquoi un courtier est dédié. C'est ça qu'on veut faire. On veut inscrire des propriétés, puis on veut les vendre. Puis on veut en vendre le plus possible, puis on veut en inscrire le plus possible. Alors, plus on va s'étendre, plus on va se gruger du temps. Pour maximiser l'interaction entre les moyens de prospection et de sollicitation, c'est sûr que si je fais de la publicité, que je fais des portes, que je fais du téléphone, puis que c'est tout concentré, mais à un moment donné, oui, il va y avoir de l'interaction entre chaque parce qu'ils sont proches les unes des autres, les propriétés. Les pancartes vont jouer en notre faveur à ce moment-là. Pour la publicité, ça permet des contrats d'échange avec les autres commerçants du secteur. On peut prendre des arrangements, des pochettes de présentation, des cartons publicitaires, la publicité locale. Alors tout ça fait que si il y a un notaire dans le secteur, vous pouvez aller voir le notaire, dire, regarde, je vais faire un flyer, toi d'un côté, moi de l'autre, si vous êtes à l'aise avec le notaire. Vous avez les pochettes de présentation Sutton comme ça. Vous pourriez aller dans un secteur que vous choisissez, puis vendre des cartes d'affaires de tous les gens qui sont susceptibles de faire, les gens qui arrivent chez eux, les gens qui arrivent à Blainville-Sud, ils veulent savoir c'est qui les commerçants du secteur. Alors, s'il y avait, puis ils vendent de 50 $ chaque, là, des cartes d'affaires là-dedans, vous vous faites faire des belles pochettes à votre effigie, ça paye vos pochettes. Puis, ça vous permet de rencontrer les commerçants, de faire connaissance. C'est comme ça que vous allez avoir des références des commerçants. Ça a du sens, hein? Une bonne façon de développer sa business. Comment on choisit son secteur ferme? Alors, en général, quand j'arrive là, j'ai des A, des O, des O.
Parce que c'est pas plus que 1200 à 1500 maisons. Il y en a beaucoup qui attaquent 5000 maisons, 10 000 maisons. J'ai rien contre, moi. Ça dépend du portefeuille de chacun. Mais essayez de contrôler une ferme de plus que 1500 maisons, c'est énormément de travail et beaucoup d'argent. Parce que pour que la publicité soit rentable, si vous décidez que vous allez, mettons avec les flyers, ben c'est facile. Il faut comprendre qu'il faut faire les livraisons au moins 3 semaines pour que ça vaille la peine. Alors, si on... aux 3 semaines. Et puis, il ne faut pas lâcher. Il faut faire son budget sur 1 an ou 2 ans. Parce que si on lâche, c'est comme des coups d'épée dans l'eau, on n'aurait jamais dû continuer. Vous allez remarquer que ceux qui sont imposants dans des secteurs, ils sont tout le temps là. Vous êtes d'accord avec moi? Vous en connaissez tous. Hein? Alors, ils sont là. Ceux qui sont très, très, très connus vont se permettre avec les années d'y aller peut-être 4 ou 5 fois par année. Parce que quand ils font leur truc, il y a 12 maisons vendues sur leur publicité, puis ils peuvent se permettre de le faire moins. Mais quand on est en processus de se faire connaître, qu'on veut que le téléphone sonne pour la publicité, c'est au moins 3 semaines. Alors, on a dit 12 000 à 1200, maximum 1500 propriétés. Mais là, on s'entend, des gens qu'on va voir, qu'on appelle, qu'on entretient, on l'agrandit en faisant une spirale. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on choisit son secteur ferme, on va s'assurer d'avoir des premiers acheteurs, c'est-à-dire des propriétés à 200, 300 000, peut-être plus aux 250, 350, excusez-moi. Puis, on va aussi s'assurer que pas trop loin dans cet arrondissement-là, on va trouver des propriétés aussi à 400, 500 000, parce qu'à un moment donné, on va vouloir agrandir. Mais quand on débute, idéalement, si on n'a pas énormément de sous et qu'on se fait aller dans l'huile de bras, comme on dit, alors je vous suggérerais de trouver un secteur où vous allez avoir du premier acheteur puis du deuxième acheteur. On le fait, on choisit son secteur en tenant compte de son expérience passée. On en a parlé un petit peu, si on est né dans le secteur, ou dépendant de si on a fait un sport en particulier. Il y en a des fois que c'est ça, ils vont avoir été connus par le sport qu'ils ont fait. Les mamans au niveau de l'école, l'implication, les enfants, on ne veut pas les prendre en otage, mais c'est quasiment ça qu'on fait. On s'en sert. Pourquoi? Parce qu'on développe des affaires avec les familles, et ça, c'est un excellent marché. Hélène et Serge, à Rosemère, c'est tout à fait ça qu'ils ont fait. Ils ont développé en fonction des enfants, ils ont participé à toutes les activités que les enfants faisaient, se sont impliqués, ont payé de la publicité, et aujourd'hui, leur fille est courtier avec eux. Alors, puis c'est encore basé sur la famille. Du type de marché cible qu'on choisit de travailler, la famille, les personnes âgées. Ça se pourrait que dans le secteur que vous choisissez, quelqu'un dit « Moi, j'ai de la facilité avec les personnes âgées. » Mais qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Je ne vais pas m'en aller dans le secteur où les maisons sont toutes neuves, puis 4 enfants ben, pas exagérer, 3 enfants par propriété, les chats, les chiens qui courent partout. Je vais aller dans un secteur de maisons plus âgées, où on voit plus de personnes âgées, puis avec lesquelles vous aurez plus d'affinités. Moi, j'avais beaucoup d'affinités avec les jeunes familles. Ça venait à moi tout seul, c'était automatique. Puis si un client m'appelait, un jeune couple, 30-40 ans, 2 enfants. C'était mon pattern. Et j'avais beaucoup de facilité avec eux. Ils devaient voir en moi la mère de famille qui se sentait en sécurité. Parfois, c'est autre chose. Mais ça, il faut le découvrir. Il faut y penser, il faut l'analyser pour voir avec quel type de personnes on peut aller. Les possibilités d'expansion, bien, ce que je disais tout à l'heure, si vous choisissez un secteur en fonction, puis il y a des propriétés à 200 000, bien c'est ça. Il faut voir s'il y a des possibilités pour plus tard, quand vous allez vendre du deuxième acheteur puis du troisième acheteur, pour que ce ne soit pas trop loin. C'est pas... en fait, ça se fait tout seul. Parce que en général, dans les secteurs, ça se développe maintenant comme ça. Hein? Il y a de la première maison, puis après ça, ça grossit. En tenant compte de la part de marché qu'on convoite, je n'irai pas dans ce secteur, il y a trop des gros courtiers. Qu'est-ce que ça vous fait comme effet, vous autres, les gros courtiers?
il peut pas tout avoir. La place pour tout le Il y a monde. pas tout le monde. Ouais. Il y en a à Val-d'Orville présentement, il y en a un pour Sutton, il y en a un pour Remax, qui sont supposés être des Kings, là, puis il y a encore beaucoup de propriétaires, proprio.com, puis AVPP. Alors, il ne peut pas tout les ramasser. Il ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est sûr que M. Savard, là, puis l'autre, ne peut pas plaire à tout le monde à ce point-là. Je parle de parce que je développe aussi, j'essaie de regarder ce secteur-là aussi. Puis, c'est vrai. Oui. On peut pas Moi, plaire. je trouve ça motivant aussi. Oui. Dans le sens, si on voit leur figure partout, ben, moi aussi, je peux avoir ma figure partout. T'sais. Je le vois plus dans ce sens. Il y a de la place pour tout le monde, de toute façon. Un bon exercice qu'on peut faire quand on a le sentiment qu'il y a un kingpin dans une place, c'est comme ce qu'on les appelle souvent, c'est d'analyser et d'aller voir le marché. Et puis de faire un petit exercice à savoir combien ils ont de maisons. Et je vous mets au défi que rarement un très gros agent, puis là, je vais même pas dans les Laurentides, là, je vais aller dans Blainville, Rosemère, Lorraine, les endroits où les maisons sont au pouce carré. Là. Ici, vous vendez des arbres, nous autres, on vend Les vous vendez des chandelles. terrains, hein? Vous vendez des jardins. À Sainte-Thérèse, il y a beaucoup de propriétés. C'est beaucoup plus dense comme construction. Et rarement, ils ont plus que 25 à 27 du marché. Rarement. Et je parle de gros, là. À Rosemère, là, sont 3 agents. Il y en a un qui a 27, il y en a un qui a 20, puis il y a une petite dernière qui est rentrée qui en a 10. Mais tout le reste, là, c'est n'importe qui. Alors, il y a toujours de la place. Celle qui a 10 là, elle ne s'est pas laissée impressionner par les 2 gros agents qui sont là. Et probablement qu'elle a fait ses devoirs, puis elle s'est rendue compte qu'il y en avait un qui avait 27 du marché, puis l'autre 20. Puis ça fait 20 ans qu'ils sont là. J'exagère. Un 15, l'autre 20. Alors oui, il y a de la place pour tout le monde, tu as raison, Marcel. Puis il ne faut pas se laisser arrêter. Trop de gens se font arrêter pour ça. En plus, il faut que vous vous disiez que ça fait longtemps qu'ils sont là. Ça fait longtemps que les gens les voient. Et avec le temps, ils ont développé toutes sortes de croyances qui leur appartiennent, mais qui peuvent vous servir. Puis de faire valoir que vous êtes nouveau, ça peut être un avantage. Ça l'est, c'est un avantage pour vous. Parce que des fois, les gens, ils ne veulent plus les voir. Comment on travaille un secteur ferme? Par la connaissance de son activité immobilière, par l'analyse du marché. J'ai fait l'exercice avec quelqu'un qui commençait comme vous, puis la personne l'a tout fait. Elle a fait tous ses devoirs. Et elle a travaillé aussi pour, vous l'avez vu, c'est Caroline Lavoie, elle est venue dans vos premières formations, peut-être que quand vous êtes présenté à Sainte-Thérèse. Et elle a travaillé pour un courtier d'expérience. Elle est son adjointe pour l'instant, parce qu'elle n'a pas encore passé ses examens. Et elle a fait l'exercice. Et c'est incroyable le résultat que ça leur a donné. Même l'agent d'expérience, il est fou comme un balai de voir aller ça. Alors, quand on décide qu'on travaille un secteur, bien, il faut faire ses devoirs. Alors, une façon de le faire, c'est que, mettons, j'ai tout analysé, j'ai trouvé mon secteur. Bon, tu es tout seul ici de Sainte-Thérèse, on peut le dire, Blainville-Sud. Alors, parce que son secteur, on n'en parle pas. Hein. C'est quelque chose qu'on garde pour soi en passant. On n'étale pas ça sur la place publique. Là. Alors, j'ai choisi un secteur et puis là, j'ai trouvé mes 1500 propriétés. Puis je sais que pas loin de là, j'ai du 2e acheteur, puis j'ai du 3e acheteur. Puis là, je commence. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ma petite dans ma matrice, ma petite spirale là, pour aller cerner mes maisons. Et je vais aller rentrer dans cette petite spirale-là différentes. Premièrement, je vais faire un programme Excel et je vais rentrer différents points. En vigueur, prix demandé, prix vendu, montant de l'évaluation, combien vendu versus le prix demandé en pourcentage, combien vendu versus l'évaluation en pourcentage. Alors, je commence. Il faut bien commencer en quelque part. Je vais rentrer aujourd'hui tous ceux qui sont en vigueur. Alors, je vais rentrer tous mes numéros MLS, toutes mes adresses. Puis là, je vais marquer prix vendu, mais là, je n'ai pas de prix vendu parce que ça ne s'est pas vendu. Puis, je vais rentrer le montant de l'évaluation,
le prix demandé, le prix vendu, puis après ça, le montant de l'évaluation, puis tout ça. Puis je vais tout rentrer mes données. Et ça, vous allez tout l'avoir, hein. Écoutez-moi plus que prendre des notes, vous allez tout l'avoir. Et puis, au fur et à mesure, après ça, une fois que vous l'avez tout fait, là, vous avez tout rentré vos handicaps, à chaque matin, vous allez aller vérifier dans Matrix. Puis, il va se vendre une propriété. Puis là, vous allez rentrer votre vendu. Puis là, vous allez calculer combien il s'est vendu en fonction de l'évaluation. Combien c'est, à quel pourcentage il s'est vendu en fonction du prix demandé. Vous allez rentrer, ça s'est vendu en combien de jours. Le pourcentage de rétribution que les autres courtiers ont offert. Vous allez mettre une colonne pour les 2-3 plus gros, puis là, vous allez mettre les autres. Juste autres. Pour tous ceux qui sont tout mélangés. Qu'est-ce que vous voulez dire par les deux? Ben, mettons que je travaille secteur de Rosemère, Jim, Mémé, Hélène et Serge, Brigitte Attard, puis autres. Ça, c'est tous les 22 000 autres courtiers qui travaillent dans ce secteur-là qui ont des inscriptions. Okay. C'est parce que tu ne peux pas tous les détailler, alors tu vas prendre juste les plus gros. Le ou les principaux courtiers du secteur, on vient de le dire. La date d'expiration. Et là, il y a quelqu'un, Caroline, je vous disais, qui l'a fait. Aujourd'hui, on est filmé, elle m'avait prêté sa feuille. Je ne veux pas l'utiliser parce qu'elle m'a dit, bon, je ne veux pas que tu la donnes, je veux juste que tu mentionnes tous les points. Et on s'entend, si je donne tous les points au film, il va être sur Internet. Je ne veux pas faire ça. On aura l'occasion d'en reparler là, quand on sera. Mais elle a ajouté, selon ce qu'elle pensait, d'autres points de référence qui, pour elle, étaient intéressants. Alors, c'est à l'infini tout ce que tu peux mettre comme point de référence. Mais ce que ça donne comme résultat, c'est qu'à chaque matin, tu rentres dans ton tableau, tu vas faire ton inventaire, puis tu bon, celle-là, c'est vendu, c'est un tel qui l'a vendu, il l'a vendu à tant du prix demandé, tant de l'évaluation. On s'entend-tu que vous le connaissez, votre marché? Puis que quand vous allez voir un vendeur pour inscrire une propriété, tout ça, c'est tout dans votre tête. Vous pouvez tout apporter votre avance. Regardez, celui-là, c'est vendu tant, celui-là, c'est vendu tant. Et c'est ça, connaître son marché. C'est comme ça qu'on en prend le pouls. C'est comme ça qui est vivant pour vous autres. Mon cœur du début, là, c'est ça. Vous le rendez vivant parce que vous le connaissez. Vous savez tout ce qui s'est vendu. Vous savez tout ce qui s'est expiré. Vous êtes en mesure de donner de l'information à vos clients, acheteurs. Et quand vous allez pour une inscription, bien, vous êtes au fait de ce qui se passe. Définitivement, ça demande énormément de travail. Mais, comme je vous disais tantôt, on fait ça une fois dans une vie. On ne le recommence pas deux fois. C'est pour ça qu'il ne faut pas changer de secteur après. C'est toujours une petite expression, quand tu échappes ton crayon, c'est là qui tombe, tu vas mourir là, idéalement. Hier, habituellement, je raconte l'histoire de quelqu'un, là, j'ai ça, des fois, on dit des affaires quand on est off-record. D'un courtier. Non, on ne va pas le couper, mais je ne vais pas donner de nom, mais je vais donner l'exemple d'un courtier, d'une dame, courtier, qui travaillait dans un secteur où il y avait beaucoup de tours à bureaux, de tours de condos. Elle était la reine du secteur, c'était elle qui vendait tous les condos, c'était fantastique. Elle faisait beaucoup d'argent, connaissait ses condos sur le bout de ses doigts, faisait des belles transactions et naturellement, les sous aidants, à un moment donné, elle s'est dit, bon, ben, pourquoi pas aller ailleurs? Elle s'est retrouvée dans le domaine de Fontainebleau, justement. Elle s'est acheté une grosse propriété et a décidé qu'elle établirait une deuxième ferme à cet endroit-là. Mais croyez-le ou non, elle a perdu ses tours à bureau, puis elle n'a jamais réussi à remonter, malgré toute sa connaissance, dans le secteur de Fontainebleau. Pourquoi? Parce que pour ce que je viens de vous dire, on ne refait pas ça deux fois. Et ça prend toute une recette et toute une énergie que tu mets seulement une fois là-dedans. Alors aujourd'hui, ben, c'est ça. Malheureusement, elle a abandonné sa mine d'or et hier, j'étais au golf, puis il y a quelqu'un qui me racontait son histoire, pensant que je ne la savais pas, et il faisait part aux autres courtiers qui étaient là, comment c'était incroyable, qu'est-ce qui pouvait arriver quand tu lâchais ton secteur ferme pour t'essayer ailleurs, parce que tu ne décides pas. Alors, parce que tu veux faire autre chose. Alors, croyez-en à l'expérience,
si vous choisissez un endroit où vous investissez, qu'on se trompe au début, puis qu'on dise « Ah non, ça va pas, je suis pas bien, je m'en vais », ça peut aller. Mais qu'on se trompe, quand ça fait un bon bout de temps qu'on est là, il ne faut plus le faire. Puis là-dessus, puis il ne faut jamais avoir 2 fermes. 2 fermes aussi, c'est une erreur. Puis ça, l'histoire, c'est la mienne. Là, c'est pas l'histoire des autres, là, c'est la mienne. Moi, quand j'étais courtier, à un moment donné, je fais mes devoirs comme ça. Je suis dans un secteur, ça va super bien. Je me suis trouvé un secteur où je suis bien, j'aime les gens. Je passe mes petits flyers, je fais mes petits téléphones, puis mes petits listings à droite, à gauche, puis je suis contente. Une journée, je suis de garde au bureau, et puis le téléphone sonne, puis le monsieur veut vendre. Ah, je suis nerveuse, mais c'est pas dans mon secteur ferme. Une autre petite ville ici, pas trop loin, mais quand même, assez loin. Alors, je vais pour le rendez-vous, on s'entend bien, on tombe pas en amour, mais presque. Monsieur est content, la madame est contente, prend l'inscription, puis j'aime la ville, puis je trouve le monde cute, présente le monde en face, prend l'inscription, présente le monde à gauche, le monde à gauche. Je me retrouve avec 4-5 inscriptions dans le même secteur, puis là, je tombe en amour avec la place, puis je me dis, bon, pourquoi pas? 2 fermes? C'est tellement sweet ici, je vais être bien avec eux autres, par une autre ferme. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Je me suis épuisée. Premièrement, ce n'était pas le même bureau de poste. Alors, à chaque fois que j'allais porter mes flyers pour mes... Comment on appelle ça, les flyers? Des Dépliants. J'étais obligée d'aller emporter une quantité là puis une quantité à l'autre. C'est énormément de travail de préparer tous tes petits paquets de sang parce qu'ils ont des exigences, les bureaux de poste. Tu ne peux pas aller leur porter ça comme ça d'un coup, hein? Alors, il y a beaucoup de travail à faire là-dedans. Votre imprimeur peut les faire, mais ils ne comptent pas comme il faut, puis des fois, ils se cassent dans le sac. Oh, je n'ai assez plié pour pas te le dire. Les élastiques pètent, puis il faut les recompter, puis en tout cas. Alors, tu prépares toutes tes petites boîtes, puis c'est par petites boîtes, puis tu t'en vas emporter, puis il faut que tu remplisses tout ton formulaire au complet. Maintenant, on peut le faire sur Internet dans sa langue de la main. Et tranquillement, avec un, avec l'autre, puis là, split l'argent en 2. Alors là, tout l'argent était concentré ici. Là, je commençais à être essoufflée, j'avais mis de l'argent là. Et il est arrivé ce qui est arrivé. À un moment donné, je me suis découragée, j'étais organisée comme ça, entre les deux. J'étais moins efficace, j'étais moins présente. Et j'ai été obligée de laisser tomber un. Si j'avais vendu les 4 petites maisons, que j'avais pris l'argent que j'avais fait, et que j'étais venue l'investir ici, puis que j'avais doublé la publicité ici, ça aurait été beaucoup plus brillant. J'aurais augmenté davantage, j'aurais augmenté mon affaire, puis je me serais moins épuisée au travail. Oui? Est-ce qu'un secteur ferme doit être absolument dans la même municipalité ou ça pourrait chevaucher plusieurs? C'est-à-dire, si moi, j'habite Blainville, mais près de Saint-Janvier, puis à côté du domaine vert, des Mirabelles... Moi, je dis qu'idéalement, pour toutes les raisons que j'ai exposées tantôt, les commerçants, la vie communautaire, t'es mieux d'être dans la même ville. T'annonces dans Blainville, t'annonces dans le journal qui est en fonction de cette ville-là, tu rencontres la mairesse, le maire, tu connais les obligations de la ville envers les citoyens. Tout ça, ça s'amalgame. Les taxes dans une ville puis dans une autre. Sainte-Marthe-sur-le-Lac, c'est une façon de gérer les taxes complètement différente de Saint-Eustache. Oui, je te dirais que tu es beaucoup mieux dans une même ville. Puis des villes, des endroits où tu n'es pas séparé par des grandes artères. Vous vous souvenez, hier, j'ai dit... Vous m'avez dit, pourquoi tu dis ça, séparé par les grandes artères? C'est parce qu'une grande côte, le boulevard Labelle, ça sépare les secteurs. Puis les gens, quelqu'un qui reste à gauche du boulevard Labelle, il ne va pas à droite du boulevard Labelle. Il ne va pas aller faire un tour un matin pour aller faire un petit tour comme ça pour se promener. Et quand quelqu'un veut vendre, puis qui travaille à Montréal, qui prend le boulevard Labelle, il va tourner à droite. Qu'est-ce que vous voulez qu'il voie, vous? C'est vos pancartes. Si toutes vos pancartes sont à droite, il risque beaucoup plus d'en rencontrer que s'il y en a à moitié à gauche. On est-tu d'accord là-dessus? Marcel? Oui, parce qu'on veut rentabiliser au maximum. Je connais des courtiers, là, moi, là, qui vont travailler pour avoir toutes des pancartes sur la Grande Côte à Rosemère. Ou toutes des pancartes sur le boulevard Labelle. Pourquoi? Pour la visibilité. C'est ça notre publicité. Alors ça, c'est toutes des choses auxquelles il faut toujours penser. Tout le temps. Mais Il y en a beaucoup sur Grande-Côte, hein? Oui, Éric Landry, là, il est partout. Il a sollicité que la Grande Côte.
Parce que lui, son papa est décédé. Il avait une grosse business dans l'immobilier. Son papa est décédé, il s'est retrouvé avec la relève. Puis il faut qu'il se fasse connaître. Alors, il a pris une bonne stratégie. Il sollicite que la Grande Côte. Alors, tout le long que tu te promènes sur la Grande Côte, tu as l'impression que Éric Landry, c'est lui le kingpin de la place. Personne du commun des mortels sait que c'est peut-être ses seuls 6 pancartes qu'il a. Mais c'est ce qu'il a fait comme stratégie. C'est comme à Sainte-Rose aussi. Carole et Tony. Oui. Mais Carole et Tony sont là depuis 20 ans. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont dans le secteur de Sainte-Rose. Ils ont travaillé au niveau des familles. Il y a des courtiers qui vont même aller jusqu'à ce que je voudrais dire là-dedans, c'est qu'il faut réfléchir avant d'agir. C'est de toujours dire « Ah, je fais ça, je fais ça, je fais ça », là, comme des poules pas de tête. Non. Informez-vous auprès des gens d'expérience. Validez les choses que vous faites. Puis quand quelqu'un vous dit « Oh, moi je serais prudent là-dedans, quelqu'un d'expérience. » Pas quelqu'un qui tire le diable par la queue. Je réfléchirais, moi, avant de faire ça. Bien, validez avec 2, 3 autres. Ça, c'est comme les médecins. Hein? Des fois, ça prend plus qu'une opinion. Parce que vous mettez tellement d'énergie, tellement d'argent, que c'est important de valider les gestes que vous posez. Ça a des conséquences. C'est bon? Y a-t-il d'autres questions? On va continuer d'en parler, puis on s'entend que... Attendez une minute, on va finir ça. Là, j'avais tout fait ça, moi. Suivi sur les courtiers les plus performants. Alors, si vous avez fait vos devoirs, ils vont ressortir les courtiers les plus performants, puis peut-être qu'ils vont en pousser un nouveau, autre que vous allez découvrir. Vous allez dire, hey, oh, il y en a un qui s'en vient, là. Regardons, lui, il y a 12 inscriptions. Je n'avais pas réalisé que son nom était là. Alors, à ce moment-là, vous allez pouvoir aller voir leur site web, voir leur publicité, qu'est-ce qu'ils font. Pas pour les copier, mais pour regarder qu'est-ce qu'ils font comme publicité, qu'est-ce qu'ils font comme site web. Alors, quand on est rendu à avoir fait cette étude-là, bien là, on peut aller dans les statistiques MLS et suivre constamment la tendance de notre marché. Alors, quand vous arrivez... Oui, c'est ça. Alors, quand vous allez rencontrer votre client, puis vous amenez votre rapport, plein d'informations est dans votre tête en plus de votre rapport MLS. Le prix médiane, non? C'est le prix de... S'il y en a 12, c'est le 6e. Oui. Dans le cas présent, ça va être entre le 6e et le 7e, comme la moyenne des deux. C'est mieux qu'un chiffre impair. S'il y en a un. S'il y en a 13, c'est le 7e. C'est ça. C'est ça. Par la connaissance de la situation géographique. Alors, je disais tantôt que le visuel, c'est important. Une fois qu'on a choisi son secteur, qu'on a décidé où est-ce qu'on allait s'installer, où est-ce qu'on allait travailler, allez à la ville, cherchez la carte géographique de la ville. Installez ça dans votre bureau, belle grande carte. Faites-vous des dessins. Peut-être que vous allez décider d'identifier tout ce qui est inscrit avec une petite penne rouge. Puis décider que vous allez mettre vos ventes ou vos inscriptions avec une jaune. Et tranquillement, ça va en faire une photocopie, les rues que vous avez faites, les highlighter. En faisant ça constamment, vous imprégnez de votre secteur, vous y adhérez, puis vous en prenez connaissance, vous en prenez conscience. Vous allez voir avec le temps, c'est très intéressant de savoir où est-ce qu'on s'en va. On l'accroche au mur, il faut le voir tout le temps. On highlight les rues, on place des repères sur les vendus. Visite à Poste Canada. Alors ça, Poste Canada, c'est une bonne façon d'établir les nombres de portes, parce que les facteurs fonctionnent avec des portes. Ils ont des routes rurales. Alors, vous avez une route rurale numéro 1. Sur la carte, va vous dire que ça correspond à 350 portes. Fait que si vous voulez vous faire une ferme de 1500 portes, là, vous allez voir la carte, vous allez voir les rues, vous allez dire, moi, je suis là-dedans. Là, vous allez choisir vos routes rurales. Puis là, éventuellement, si vous faites des flyers, bien, au moins, quand vous allez être rendu au temps du facteur, votre secteur va être fait en fonction des routes des facteurs. Le facteur, c'est votre meilleur ami, hein? Alors, si vous décidez que vous faites des flyers, à Noël, à Pâques, vous pouvez prendre votre auto, essayer de le trouver,
il refait l'indice, là, des fois, ça passe sur le dessus. Qui prennent soin de votre matériel. C'est pas des enveloppes noires, des enveloppes brunes, ça, là. C'est juste, ces gens-là, ils apprécient qu'on apprécie le travail qu'ils font pour nous, puis on leur en fait passer beaucoup. Alors, par la connaissance de son milieu, rencontre avec les dirigeants de la ville pour connaître les services offerts, les avantages pour obtenir les pamphlets. François vous l'a dit dans sa présentation, d'aller appeler le maire de la ville. Il l'a dit? Il Je sais pas si il l'a dit, ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, c'était déjà fait. Qu'est-ce qu'il a dit? a dit d'appeler et d'aller aux réunions du conseil. Puis, Vous prendrez rendez-vous avec le maire pour aller dîner? oui, puis de dire qu'il allait nous payer le dîner. C'est ça. Alors, c'est à ce point important. Effectivement, il faut avoir une bonne relation avec tous les gens de la ville parce qu'on travaille pour eux, puis ils vont travailler pour nous aussi. Puis, ça, c'est pour le maire, pour avoir les avantages, les pamphlets, tout ce qui donne de l'information sur notre propre ville, sur la ville qu'on travaille. Puis avec l'urbanisme, pour connaître les exigences et toutes les raisons que vous avez pour aller voir les gens d'urbanisme, parce que les gens d'urbanisme, ce ne sont pas des élus. Le maire et les conseillers sont des élus. Mais les gens d'urbanisme, eux autres, sont là à vie. Hein? Eux, depuis le début, puis ils vont mourir là parce qu'ils sont tous syndiqués. Eux, il faut que vous ayez une bonne relation avec eux. Eux, ça peut faire une grosse différence quand vous avez besoin d'une dérogation, quand il faut que ça aille un petit peu plus vite, quand il faut que ça se retrouve plus vite sur le bureau du conseil. Alors, toutes les raisons sont bonnes pour y aller. Moi, j'ai fait une transaction, une propriété à revenu que j'ai vendue de 800 000 $. Si je n'avais pas eu la relation que j'avais avec la ville, on serait encore en train de lever les dérogations qu'il y avait sur cette propriété-là qui était nécessaire. Ça n'avait pas de bon sens. Il y en avait pour les fins et les fous. Mais parce qu'on avait une bonne relation, parce qu'on connaissait la personne qui vendait, pour toutes sortes de raisons, parce que c'est un petit secteur quand tu travailles dans ta communauté, bien, ça a aidé à tout faire lever ça puis pouvoir faire la transaction. Et tu sais, des dérogations, là, à ce temps-ci de l'année, quand le conseil de ville s'en va en vacances, on est content de connaître quelqu'un qui va essayer de la passer dans le dernier conseil entre deux. Alors oui, c'est vraiment, c'est pas superflu qu'est-ce qu'on vous raconte quand on vous dit ça. Rencontre avec les commerçants avec qui j'entretiens un lien d'affaires puis un lien de réseautage. Bon, par la sollicitation téléphonique, mais là je saute parce qu'on l'a tout fait ensemble juste avant, là. Par le porte-à-porte, les visites libres. Bon, les visites libres, on n'en parle pas ici. Mais les visites libres, c'est souvent les courtiers vont dire « Ah, moi, je ne fais pas ça, il n'y a jamais personne. » Pourquoi on fait ça, des visites libres? Pour qu'il y ait du monde. Faire visiter la propriété. Connaître les voisins. Pour attirer le monde. On fait les visites libres quand Pour les il y avait un adage qui disait à un moment donné qu'on vendait 1% de nos propriétés avec les visites libres. Mais si vous travaillez un secteur, puis que vous ne faites jamais de visite libre, vous vous enlevez une belle opportunité que les gens voient comment vous êtes travaillant. Okay? Et le fait de placer des pancartes tout le long pour se rendre jusqu'à la propriété avec votre nom, d'avoir la pancarte visite libre, ça vous donne l'opportunité d'envoyer des petites lettres autour à tout le monde pour les inviter à votre visite libre. Qu'est-ce que vous pensez qui peut arriver? C'est juste une autre inscription. Ça vous donne de l'exposure, ça fait circuler votre nom, ça démontre que vous travaillez fort. Alors, des visites libres, les secteurs, je vais vous donner un exemple à Lorraine, le bureau que j'ai, Sutton Select, Lorraine, ils font des visites libres tous les dimanches. 4 maisons, tous les dimanches. Pourquoi ils font ça? Pour montrer à la population combien ils travaillent, combien ils s'impliquent dans les maisons. Alors, si tu fais une visite libre et tu n'as pas personne, c'est pas grave. Parce que tu as travaillé, tu as montré aux gens que tu étais présent, puis pendant ce temps-là, tu peux faire des téléphones. Tu organises ton système téléphonique, puis tu fais quelques appels. Mais les visites libres, je ne suis peut-être pas rendu là. Quand on aura une formation là-dessus, là, venez voir de quoi ça retourne. Puis laissez-vous pas influencer par ceux qui disent que ça ne donne rien. Alors, vous faites une lettre à tous les voisins, vous l'annoncez chez tous les commerçants,
vous faites une publicité dans Matrix, dans Sutton.com, dans les journaux locaux, pour ceux de Sainte-Thérèse, dans la page du journal. Puis là, vous installez toutes vos mini-pancartes pour le trajet. Puis comment on l'organise, il faut faire du bruit. Alors, voyez-vous, avec tout ça, là, comment vous avez fait de la publicité pour la propriété, puis pour vous, par voie de conséquence. Ça avait l'air sceptique. Ça fait-tu du sens? Ça sonne-tu des cloches qu'il faut faire du bruit, qu'il faut être présent, qu'il faut se faire entendre, qu'il faut bouger, qu'il faut être là? Ah, Marcel? Oh, oui. Quand je parle pas, c'est parce que... J'ai vu quelqu'un à Blainville, au parc les enfants jouent au soccer, qui a installé sa pancarte, qui a attaché une grosse pancarte, c'est quelqu'un de Remax, mais après la clôture pour entrer dans où il y a les terrains de soccer. Là, je me dis, Seigneur, comment il a fait, lui, pour avoir le droit de mettre ça là? Je vais aller voir à la ville. Ben oui, il y a eu l'audace, il y a Des probablement centaines payé... de personnes qui le voyaient. Non, mais il a probablement payé une commandite au soccer. Mm. Et puis comme ça, il a pu mettre sa pancarte. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, là. Il y a tellement de choses que c'est notre imagination qui nous arrête, là. C'est à l'infini. Moi, j'en ai un dans mon bureau, il a passé des citrouilles. Il y a un secteur de 1500 maisons, il a passé 1500 citrouilles. Il l'a fait la première année. Il a fini de passer les citrouilles, il est venu me voir et je ne passerai plus jamais à 1500 citrouilles. Ah, j'ai dit, c'est correct. On est arrivé à l'année d'ensuite, il est venu me voir, je dis, qu'est-ce que tu fais? Ah, il dit, je ne sais pas, je pense que je vais repasser des citrouilles. Parce qu'il avait tellement entendu parler de ces citrouilles. Puis finalement, ça rapportait, hein? Son nom était connu de plus en plus. Il les a repassés, ces citrouilles. Alors, c'est ça. C'est de trouver des idées qui accrochent les gens, d'avoir le courage de les faire. Et puis après, bien. Et c'est l'ouvrage qui s'instruit. Et c'est l'ouvrage. Il faut avoir des amis qui sont forts, qui sont prêts à t'aider, puis qui se contentent de la bière et des hot dogs parce qu'avec t'as acheté toutes les T'embarques pas citrouilles. ça dans la valise de ton auto, hein? Puis les citrouilles, il y en a beaucoup qui le font. L'Halloween est une fête à exploiter. Vous pouvez vous installer au coin d'une rue puis donner des citrouilles. Passer une publicité, vous l'annoncez sur ma carte vocale que vous allez donner des citrouilles au coin de telle rue puis telle rue. Les gens vont aller vous voir. Puis tu sais, si tu fais du social, là, tu ne vas pas essayer d'avoir leur maison. Tu veux juste te faire connaître. Tu fais tout pour te faire connaître. Les comités d'école, les comités de citoyens, la bibliothèque, la fête de l'Halloween, Noël, par la publicité, les cartes d'affaires, les pancartes, les flyers, les lettres. Je viens de vendre ma propriété de vos voisins. Je vous disais que j'avais beaucoup travaillé avec mon ami Albert Simon. Albert Simon, il fait une forme de publicité où il y a une phrase en haut, c'est comme un Z dans le fond. Profitez de toutes les opportunités qui passent. Tu mets ta carte. Aimeriez-vous savoir combien un acheteur serait prêt à payer pour une propriété comme la vôtre? Moi, je faisais cette publicité-là régulièrement. J'allais porter ça dans les boîtes aux lettres. À un moment donné, je regarde la publicité puis je me dis, bon, je pourrais en faire une avec une autre phrase. J'en ai fait une avec, là, j'ai vendu une propriété. Je viens de vendre la propriété de vos voisins, ma carte d'affaires. Aimeriez-vous savoir combien un acheteur paierait pour une propriété comme la vôtre? Mais au lieu de la livrer à n'importe qui, j'ai engagé une secrétaire et j'ai fait un mailing personnalisé de 500 enveloppes. Ça me coûtait 500 $ à chaque fois, tout autour de la maison que j'avais vendue. Et à chaque fois, j'ai eu une inscription. 500 $ à chaque fois, j'ai eu une inscription. Pourquoi? Je mettais la maison d'inscription, en haut, je mettais vendu. Je pliais ça en deux. J'avais mon flyer en dessous, là, j'avais écrit je viens de vendre la propriété de vos voisins. Quand il la recevait, il l'ouvrait parce que c'était adressé à eux, il y avait un thème, tout ça, il voulait savoir ce qu'il y avait dedans. Quand il l'ouvrait, c'était écrit en haut vendu. Ça, déjà, les gens sont curieux. Il l'ouvrait et sur 500, il y avait quelqu'un qui m'appelait. Alors, 500 $ que tu ne donnes pas à une inspection pour rien, là, tu l'investis dans ta publicité. Une inscription, c'est pas fatigant, ça. Ça marche. C'est avec ça que mon fils a monté sa business. Il a pris ma lettre. Mon fils a commencé à 19 ans à faire des gazons.
puis à pelleter de la neige. C'est écrit tondu ou Il a pris ma- vendu. Non, je viens d'avoir le contrat de votre voisin de déneigement. Voulez-vous savoir combien ça vous coûterait pour faire déneiger votre entrée? Et il s'est ramassé avec 300 clients dans un été. Wow. Et aujourd'hui, il y a une belle entreprise. Ça, c'était quoi? Télélisting, carte vocale, sondage, flyers cartonnés. De quoi je parle, là? La publicité? Perdu. La publicité, c'est ça. J'ai une Elle parle de la question. publicité, c'est ça. Les cartes d'affaires, les pancartes, les flyers, sous forme de lettres. Flyers, je viens de vendre la propriété de vos voisins. Télélisting.net, la carte vocale, les sondages, les flyers, le journal local, les revues immobilières. Par des promotions saisonnières, oui. J'ai une question peut-être un peu bizarre, mais aujourd'hui, les gens, on n'a plus de boîte à lettres à la maison. C'est tout dans les casiers, pas tout. On ne peut pas rien mettre à l'intérieur des casiers. Donc, si on les passe nous-mêmes, on les met où? Quand tu as la porte, là, sur le bord de la porte, il y a un petit tour qui fait le tour, qui est blanc. On se passe là-dedans. Tu rentres ça là-dedans. Puis à la limite, tu la déposes par terre. Quand il arrive, il faut qu'il se penche, je peux ramasser. Sauf s'il pleut. Pardon? Sauf s'il pleut. Sauf s'il pleut. Un petit peu. En général, tu passes pas quand il pleut. Moi, je sais, Mais le truc de la porte, là, parce que je te dis pour en avoir passé beaucoup dans les maisons récentes, là, le truc de la porte, ça rentre. Par des promesses saisonnières, Halloween, Nouvelle Année, Saint-Valentin et l'été. On est fini après, si vous êtes fatigués. Les fêtes sont des belles occasions pour rentrer en contact avec les gens. La carte vocale pour souhaiter bonne année, bonne Halloween, joyeuse Pâques, la Saint-Valentin, faire des petits flyers, aller les porter. C'est une autre façon. Il y en a plein. Comme je vous ai dit, c'est votre imagination qui vous sert. Puis vous savez, il ne faut pas faire la rentrée des classes. Il ne faut pas faire une dépression avec le secteur ferme. Il faut comprendre que quand vous êtes ici, notre objectif, c'est que vous sachiez tout ce qui est possible de faire. Il y a beaucoup de gens qui ont monté leur business sur des références. Seulement. Simplement à entretenir constamment leur mine d'or, leur fan club qu'on appelle. On a plein de noms pour ça. Les gens qui connaissent, puis après les clients, puis toujours demander des références, puis toujours demander des références. Et j'en connais plein qui ont fait leur vie là-dessus. Mais moi, je ne vous connais pas tous individuellement, alors on vous donne toutes les possibilités. Il y en a qui partent avec les secteurs fermes, ça fonctionne super bien. D'autres fonctionnent avec les références. Il y en a qui font que du cold call, à froid, seulement ça, pas d'expiré, pas d'RVPP, ils ne sont pas capables. D'autres vont travailler seulement les expirés, ceux qui travaillent avec Mike Ferry. Alors, toutes les possibilités sont là, vous les avez toutes entendues. Maintenant, vous faites votre choix, vous faites des essais, puis après ça, ben, vous décidez de votre carrière. Mais il y a une chose qui est certaine, vous allez travailler, parce que ça demande énormément de travail, ça demande de la discipline, il faut être à son affaire, il faut être présent, puis c'est comme ça qu'on se bâtit une carrière en immobilier. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'en ai. Oui. On discutait tantôt, nos collègues. Moi, j'ai un AVPP là, que je veux. Je pars en vacances, fait que je veux le signer en revenant. Mais là, je veux dire, vends-la par toi-même, puis je voudrais donner une feuille, là, ce qu'il y a besoin de préparer, puis tout ce qu'il y a, puis tous les dangers. Je veux vraiment juste comme qu'ils se disent, ah shit, puis qu'ils m'appellent, mais que je revienne. Là. J'ai cherché dans le site, là, dans notre intranet, on a un document quelque part qui est assez complet. Qui a des beaux. Si on fait la Les rapport de ce dangers qu'on de a vendre, regarde, les dangers de vendre soi-même sa maison. Ouais. Je pense que c'est ça que ça te prendrait. Je cherchais la... J'ai trouvé là, dans notre intranet 5 jugements là, qui est arrivé du monde qui avait vendu eux-mêmes. Ben, c'est en plein cette feuille-là que je cherchais. OK. Alors, fais dans ton Google, là, les dangers de vendre soi-même sa maison. L'inexpérience, montagne russe émotionnelle, l'engagement de votre temps, dépenses, genre contenu de l'annonce publicitaire, diffusion, restreinte sur le marché. Prenez-le tout en note, hein, c'est un bijou, ça. Problèmes juridiques possibles, puis le manque de familiarité avec le marché.
Mais en même temps, c'est ça. Là, il dit, ben, il faut faire un certificat de localisation. Ben oui, il commence à t'impliquer avec lui, puis lui montrer les avantages. Puis, en fait, ce qu'il faut faire, c'est semer le doute. Hein? C'est lui démontrer que c'est dangereux ce qu'il est en train de faire. Puis qu'il pourrait se retrouver avec des problèmes beaucoup plus onéreux que la commission. Chez Rose Coaching, il y avait c'était intéressant. Dans l'IOVPP, il y a 3 groupes. Il y a le premier groupe, les plus réduits. Jamais tu vas les faire changer d'idée. Eux autres, là, ils sont capables de vendre une maison, là, tout seul, pour moins de personnes. Fait que tu perds pas ton temps, mais à la longue, tu vas les avoir, là, mais ça va prendre du temps. Tu as le deuxième, ça prend le tiers. Tu as un autre tiers, ils l'essayent, et ils sont tellement frustrés après 45, après, mettons, 1 mois et demi, 2 mois, que là, ils sont prêts à signer, disons, avec un courtier. Puis tu as le dernier tiers, eux autres, c'est peut-être plus qu'ils passent, eux autres, en 2 et 4 mois, là, eux autres, ils sont brûlés, là, puis réellement, là, ils veulent sortir de ça. Et ils rencontrent toutes sortes de monde, puis les gens ne se présentent pas à leur rendez-vous, puis en fait, c'est l'enfer. Fait que là, disons, c'est ça. Fait qu'il y en a 3 groupes, là, puis ils sont par... Fait que là, comme je dis, le premier tiers, là, ça, en fait, là, on se bat contre... on va les avoir éventuellement à l'usure, mais c'est long, c'est long. Mais il y a les 2 autres tiers, les 2 autres sont intéressants. Si on est patient, on va finir par les avoir aussi. Ouais. Mais vous savez, les AVPP, c'est des gens qui n'ont pas encore travaillé avec des courtiers, qui ne se sont pas encore fait user au niveau de leur prix, si leur prix est hors marché. Ouais. Alors que les expirés, eux, ont tous vécu ça, ces expériences-là. C'est plus difficile pour avoir des rendez-vous, mais d'un autre côté, si vous développez une bonne approche, une bonne façon de vendre votre valeur ajoutée, ce sont quand même des gens qui sont beaucoup plus près de vendre que n'importe qui d'autre. Alors, avec un bon ACM, leur démontrer que le prix était trop cher, vous ramenez ces gens-là au bon prix, puis 3 semaines après, la propriété est vendue. Donc, c'est ça, c'est des choix à faire. Puis, tant qu'à travailler, moi, je vous dirais, tant qu'à travailler fort, allez-y d'abord les expirer. De toute façon, dans tous les domaines, vous allez devoir développer une façon de les approcher. Puis, une fois qu'on l'a, on peut le faire avec la VPP, on peut le faire avec l'expiré, on peut le faire avec les amis. Il y en a qui deviennent des super avec les amis pour avoir des références. Faites votre choix. Mais c'est sûr que les expirés ils ont déjà un bon vécu et vous gagnez du temps. D'autres questions? Non. Bon, mais j'espère que vous avez apprécié vos 2 semaines de formation.